Bonjour tout le monde. On va commencer le webinaire. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Je vois le nombre de spectateurs qui se connectent, ça monte. Merci d'être aussi nombreux ce midi pour assister au webinaire de Demain la forêt, infrastructure verte. Donc, c'est un projet qui vise à valoriser les coulées agricoles en y plantant des arbres et des arbustes qui apporteront donc plusieurs bénéfices écosystémiques. Donc, pour commencer, le temps que les gens se connectent, on va passer quelques informations. Donc, pour commencer, je m'appelle Mathieu No. Donc, je suis directeur des plantations au jour de la Terre et je suis responsable du projet. Et je serai votre animateur tout au long du webinaire. Donc, avant de passer au vif du sujet, je vous informe que le webinaire est enregistré et il sera disponible sur la page web du projet Demain la forêt, infrastructure verte au cours des prochaines semaines. Donc, vous l'avez certainement remarqué, vos caméras et vos micros sont fermés. C'est normal. Donc, pour nous rejoindre, vous pouvez écrire des commentaires ou des questions tout au long du webinaire dans l'espace de discussion que vous pouvez ouvrir en cliquant sur le bouton Discuter ou Chat selon votre version situé en bas de la vidéo. Donc, le webinaire, il est segmenté en deux parties. Durant la première partie, qui durera environ 45 minutes, j'aurai l'honneur de partager le micro avec trois de mes collègues qui contribuent énormément au succès du projet. Annick Saint-Denis, d'Habitat, elle est diplômée d'un doctorat en écologie forestière et elle est la coordonnatrice scientifique du projet. On a parmi nous aussi Olivier Tanguy, également d'Habitat, diplômé d'une maîtrise en sciences forestières et il est le coordonnateur des plantations. Et parmi nous, on a également Chantal Faults de l'Union des producteurs agricoles. Elle est agronome et elle est la coordonnatrice des activités de démarchage auprès des producteurs agricoles. Après la présentation du projet, s'ensuivra une période de questions. Et pour nous aider, deux modératrices rassembleront vos commentaires et questions et les communiqueront aux panélistes. Afin de diriger la question à la bonne personne, nous vous demandons de préciser à quel panéliste s'adresse votre question. Donc, sans plus tarder, il est maintenant temps de vous parler du sujet du jour, le projet Demain la forêt, infrastructure verte. Comme je mentionnais au tout début, le projet vise à valoriser les coulées agricoles en y plantant des arbres et arbustes qui apporteront plusieurs bénéfices écosystémiques. Donc, le projet, il est piloté par l'organisme environnemental Jour de la Terre et il est réalisé en collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, nous avons parmi nous Habitat. C'est une firme de consultants en environnement qui sont spécialisés en modélisation et en mesure des services écosystémiques. Ensuite, on a l'Union des producteurs agricoles qui participe au démarchage auprès des producteurs agricoles. On a également avec nous l'Université du Québec en Outaouais, dont deux entités travailleront sur divers projets de recherche. Donc, parmi ces entités, on a la chaire de recherche du Canada en économie écologique et l'Institut des sciences de la forêt tempérée. Ensuite, le projet recevra un montant de 4,5 millions d'ici juin 2025 de la part du ministère provincial de l'Environnement dans le cadre du plan pour une économie verte. Il faut savoir que le projet a débuté en juin 2022. Donc, aujourd'hui, le webinaire il est subdivisé en 5 sections. Je vais commencer par présenter le projet dans sa globalité. Ensuite, Annick nous parlera de la méthodologie pour identifier et prioriser les coulées agricoles. Ensuite, Chantal nous parlera de la démarche, du démarchage qui est entrepris par l'UPA pour contacter les producteurs agricoles. Ensuite, Olivier nous expliquera la méthodologie pour instaurer des aménagements dans les coulées agricoles. Puis ensuite, on fera un retour sur les différents éléments importants du projet et les étapes à suivre. Donc, je vous rappelle que vous voyez que chaque section sera présentée par des personnes différentes. Donc, pour nous faciliter pour la période de questions, donc on vous demande de préciser à quel panéliste s'adressera votre question. Donc, pour commencer, je vais vous expliquer plusieurs détails concernant le projet. Le projet Demain la forêt, infrastructure verte, est né de la volonté à mettre en place des actions concrètes contre les changements climatiques et nous souhaitons en savoir davantage sur leurs impacts. Donc, c'est pourquoi notre mission est de mieux comprendre les rôles que peuvent jouer les solutions nature dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique en milieu agricole au Québec. Pour cela, on s'est fixé 3 objectifs. Le premier est d'étudier l'impact d'aménagement sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Le deuxième est de déterminer si les facteurs favorisant l'implantation d'infrastructures vertes
dans le paysage agricole. Par facteur, j'entends les facteurs environnementaux, sociétaux, législatifs et financiers. Et le troisième objectif est de calculer les coûts-bénéfices de la mise en place d'infrastructures vertes. Le terme solution nature est de plus en plus utilisé pour définir les actions qui mettent de l'avant la nature et elles peuvent jouer un rôle de protection, d'aménagement ou de restauration. Les exemples recensés dans la littérature scientifique nous permettent de constater qu'il existe une multitude de solutions de nature, peu importe le milieu dans lequel on veut agir. Le projet Demain la forêt, infrastructure verte, intervient seulement dans le milieu agricole et nous avons décidé d'afforester au bord des cours d'eau et plus particulièrement dans les coulées agricoles. Donc pourquoi les coulées agricoles? Premièrement, ces milieux étaient autrefois utilisés pour le pâturage et sont actuellement peu utilisés à la suite d'un règlement qui a été instauré au début des années 2000 qui visait à réduire l'accès aux cours d'eau pour le bétail afin de limiter l'érosion et la pollution des cours d'eau. Deuxièmement, c'est des milieux qui sont rarement cultivés en raison d'une pente généralement trop forte. Ensuite, ces milieux sont souvent caractérisés par une végétation basse et offrent donc un potentiel de reboisement. Je tiens à souligner quand même que c'est important de conserver certaines friches à végétation basse puisqu'elles sont essentielles pour certaines espèces floristiques et fauniques. Il s'agit donc de boiser les coulées agricoles les plus appropriées, ce dont Annick nous expliquera tantôt. Donc, Demain la forêt, infrastructure verte est un projet scientifique de type recherche-action, c'est-à-dire qu'il y a un volet terrain et un volet recherche. Aujourd'hui, on vous parle essentiellement du volet terrain, dont notre objectif est de planter des arbres et arbustes sur environ 80 hectares de coulées agricoles. Il est reconnu scientifiquement que les arbres apportent de nombreux bienfaits à l'environnement. Comme on peut le voir sur le schéma, les arbres et arbustes plantés dans les coulées agricoles contribueront à divers bénéfices écosystémiques. Donc, à l'échelle de la coulée, les forêts participeront notamment à réguler l'eau, à capter les polluants, à séquestrer et à stocker du carbone, à limiter l'expansion d'espèces exotiques envahissantes, à maintenir les berges et à augmenter le nombre de pollinisateurs. À une échelle plus large, les forêts permettront de connecter les milieux naturels voisins et assureront les déplacements d'espèces fauniques. Cela va de soi, mais notre objectif est d'implanter des arbres et arbustes qui s'établiront durant de nombreuses années afin qu'ils jouent un rôle majeur dans leur environnement et qui puissent apporter un maximum de services écosystémiques. Pour cela, nous mettons toutes les chances de notre côté en diversifiant les végétaux d'un point de vue spécifique et d'un point de vue fonctionnel, dont Olivier nous expliquera le concept de diversité fonctionnelle tantôt. Passons maintenant aux étapes de réalisation du projet concernant le volet de terrain. Tout d'abord, le projet est très avantageux pour les propriétaires, c'est-à-dire que ces personnes n'ont rien à payer. Autrement dit, aucune contribution financière n'est exigée de la part des propriétaires. Le financement permet donc de couvrir diverses opérations qu'on vous présente aujourd'hui. Pour commencer, on doit cibler les coulées agricoles, dont la méthodologie vous sera présentée sous peu par Annick. Ensuite, une fois qu'on a ciblé les coulées, on peut passer au démarchage auprès des propriétaires. C'est là qu'entre en jeu l'UPA, dont Chantal nous expliquera les actions entreprises. Et à noter que quand on communique avec les propriétaires, 3 exigences leur sont formulées. Donc, la première, c'est que l'équipe du projet soit autorisée pour accéder aux coulées agricoles. La deuxième, c'est de ne pas intervenir dans les coulées durant 20 ans. Et la troisième, c'est de ne pas monétiser le carbone séquestré dans les plantations. Toutefois, le carbone séquestré dans les plantations pourrait être utile dans le bilan carbone de la ferme. Donc, lorsque les propriétaires acceptent de participer au projet, ils signent une lettre d'intention, ce qui nous permet d'entamer d'autres opérations comme la caractérisation des coulées agricoles. Donc, cette étape, elle consiste à aller sur le terrain afin de noter toutes les informations pertinentes dans le but de valider les zones de plantation et par la suite de créer les plans d'aménagement. Donc, la conception des plans d'aménagement sera d'ailleurs présentée par Olivier tantôt. Une fois que les plans d'aménagement sont finalisés, on signe une entente avec les propriétaires, puis on commande le matériel. En termes de matériel, on s'entend les végétaux et le matériel de protection. On prend également des ententes avec des organismes planteurs pour préparer la coulée agricole à la plantation et réaliser la plantation. Lorsque la plantation est terminée, l'équipe du projet se déplace pour vérifier que les exigences imposées par le projet sont respectées. Et ensuite,
à une échelle plus large, euh, à à long terme, je voudrais dire. Donc, on prend une entente également avec les organismes planteurs qui ont réalisé la plantation pour entretenir les plantations durant 5 ans. Donc, ça fait le tour des étapes de réalisation du projet. Donc, pour commencer, donc, Annick va nous présenter justement la partie d'identification et de priorisation des coûts agricoles. À toi, Annick. Oui, bonjour. Habitat avait le mandat d'identifier de façon géométrique les coûts agricoles sur tout le territoire québécois. Donc, on utilise des données ouvertes disponibles, entre autres, sur Données Québec, qui sont des données géométriques et qui sont utilisées avec le langage de programmation R pour identifier les coulées agricoles. Donc, les critères utilisés, c'est qu'on doit être en zone agricole, on doit être un milieu identifié en friche, avoir une superficie d'au moins 0,15 hectares en végétation basse. Donc, on utilise aussi les données LIDAR de hauteur de canopée pour identifier les zones où il y aurait pu avoir de la régénération forestière. Donc, on veut au moins avoir 0,15 hectares de végétation inférieure à 3 mètres de hauteur. On veut aussi avoir une forme qui est non linéaire afin d'exclure les bandes riveraines, les barres de route ou les barres de fossé. Et on vise d'avoir une pente moyenne de 15. C'est un critère, un seuil qui a été identifié suite à une revue de littérature, mais aussi à un précédent webinaire où en échangeant avec les différents acteurs du milieu, on établit ce seuil qui est la limite où la plupart des agriculteurs n'osent pas intervenir avec de la machinerie. Donc, c'est des milieux qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas cultivables. Suite à cette identification, ben, on a obtenu à peu près 4100 100 coulées agricoles pour une superficie de 8695 hectares. La majorité des coulées sont de superficie inférieure à 1 hectare. Et on est garant des données, tu peux attendre un petit peu, Mathieu, on est garant des données disponibles. Donc, le projet a commencé en 2022, comme Mathieu l'a expliqué. Et récemment, on a justement fait une mise à jour des coulées agricoles et on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs coulées qui se sont boisées de façon naturelle. Les données qu'on utilisait avant étaient plus permissives, je dirais. C'est qu'on identifiait des coulées qui étaient plus possibles de reboiser, qui étaient déjà en régénération naturelle. Maintenant, nos données sont plus restrictives, donc ça se peut qu'on perde quelques coulées qui seraient quand même des coulées sur le terrain. Donc, nous, c'est vraiment une identification géométrique à grande échelle, comme vous voyez. Ça nous permet de couvrir tout le Québec agricole, de l'Abitibi jusqu'à la Gaspésie. Mais par contre, après, on a besoin des fédérations régionales de l'UPA qui sont vraiment les yeux sur le terrain, qui connaissent bien les régions et qui nous aident à identifier sur le terrain les coulées qui peuvent être boisées et aussi à échanger avec les propriétaires. Suite à cette identification, on va prioriser les coulées pour le boisement et avant de faire notre priorisation, on a exclu certaines coulées qu'on se dit, celles-là, c'est sûr qu'on veut les garder en milieu champêtre. Donc, toutes celles qui avaient présence d'espèces menacées ou vulnérables à CDPNQ, comme le hibou des marais, l'hirondelle de rivage, la rainette faux-grillon. Donc, s'il y avait une occurrence de ces espèces-là dans la coulée agricole, la coulée était exclue pour le boisement, mais aussi toutes les coulées qui étaient déjà fortement boisées, donc qui sont identifiées comme friches, mais qui finalement sont en train de se transformer en forêt. Si 70 de la coulée est boisée, on juge qu'elle va se régénérer toute seule, donc elles aussi sont exclues de la priorisation. Ensuite, on fait une priorisation multicritère avec le langage de programmation R en utilisant différents facteurs qui vont avoir tous le même poids. La plupart des facteurs sont positifs. Donc, par exemple, si la coulée est proche d'un cours d'eau, elle est plus prioritaire pour le boisement parce qu'on sait que le boisement à proximité des cours d'eau offre plusieurs bénéfices écosystémiques. Si la coulée a une grande superficie du noyau, donc la coulée elle est grande, mais en plus le noyau est grand, ce qui permet d'éviter les effets de lisière, elle est plus prioritaire. Il y a aussi la présence d'espèces menacées ou vulnérables, mais cette fois-ci forestières. Donc, si elles sont identifiées dans la coulée, elle est plus bénéfique d'être boisée. Une analyse de connectivité que je vais expliquer bientôt. Et aussi, il y a des critères qui sont plus négatifs. Donc, si on est dans un habitat favorable aux oiseaux champêtres ou un habitat essentiel d'espèces champêtres, la priorisation va être moindre pour le boisement.
Donc, pour la connectivité, on a créé des données basées sur la connectivité nœud à nœud et omnidirectionnelle pour 5 espèces différentes avec des traits fonctionnels différents, mais des besoins en habitat aussi différents. Donc, ça représente un large spectre d'espèces. Il y a la grande musaraigne, la martre d'Amérique, la salamandre cendrée, la grenouille des bois et l'ours noir. C'est une méthodologie basée sur Rayfield et Albert qu'on a reprise à l'échelle du Québec. Donc, deux types de connectivité. La connectivité nœud à nœud qui fait le lien entre des noyaux de conservation comme les aires protégées du registre des milieux naturels et la connectivité omnidirectionnelle, donc une autre analyse complémentaire qui va regarder dans toutes les directions en fonction des différents types de milieux naturels. Donc, ces deux connectivités-là sont agrégées ensemble pour former un seul facteur de connectivité dans notre analyse multicritère. Et pour les habitats favorables aux oiseaux champêtres, donc ça dépend un peu de plusieurs critères comme la présence de cultures pérennes, la présence de milieux humides, par exemple. Et on a pris deux espèces dont les données étaient suffisamment abondantes d'observation, donc l'hirondelle rustique et le goglu des prés. Et on a créé une probabilité d'occupation du territoire, comme l'exemple ici, c'est la probabilité d'occupation de l'hirondelle rustique en Outaouais. Donc, plus c'est foncé, plus c'est probable que l'hirondelle rustique se trouve dans ce milieu-là. Donc, si la coulée agricole se trouve dans un des milieux foncés, donc il y a moins d'importance pour le boisement. Donc, plus de possibilités qu'on n'aille pas la boiser finalement. Et ça, c'est juste pour montrer la différence entre les occurrences, donc la présence d'espèces en péril versus les habitats essentiels. C'est l'exemple pour la paruline à Eldaré. Donc, les points sont vraiment des observations. Si ça a été observé, la coulée est exclue de la priorisation. Et si on est dans un habitat champêtre, dans un habitat essentiel, comme ça couvre un large territoire, on ne voulait pas exclure toutes les coulées. Par contre, elles vont sortir moins prioritaires pour le boisement. Et finalement, on a les résultats par région. Donc, les grandes régions agricoles où il y a le plus de coulées sont l'Outaouais, le Saguenay, la Mauricie et le centre du Québec. Et ce sont aussi les lieux où il y a le plus de coulées prioritaires avec l'Estrie également. Toutes ces données sont disponibles sur notre carte interactive du site web Habitat dans la section Cartes et vous pouvez afficher la carte en plein écran. Les données sont également téléchargeables. Donc, vous pouvez aller chercher les données de coulées agricoles et de priorisation. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est les coulées agricoles à l'échelle du territoire. À droite, vous avez les statistiques de ce que vous voyez à l'écran. Donc, ici, on voit tout le territoire, donc 4102 coulées. Vous avez la proportion selon la superficie, selon la pente également. Ensuite, si vous cochez, tu peux aller à l'autre diapo. Si vous cochez résultat de priorisation, vous devez décocher la coulée agricole, la couche coulée agricole pour voir la couche de résultat de priorisation. Et là, vous allez avoir un degré de couleur. Donc, plus c'est mauve foncé, moins les coulées sont prioritaires pour le boisement. Et plus on est vers le beige, plus elles sont prioritaires. Si vous cliquez sur la coulée, vous allez avoir l'information de la coulée, sa superficie, la distance à un cours d'eau, son degré de priorité. Vous allez avoir aussi des données sur les types de sols, donc plusieurs données importantes pour le boisement. Ensuite, c'est une carte interactive, donc vous pouvez faire une recherche pour vous situer, par exemple, dans une ville. Ici, j'ai pris l'exemple de Ripon, où est situé l'ISFAR. Donc, vous écrivez Ripon, bien important d'écrire Québec pour ne pas être dirigé dans un autre Ripon dans le monde. Et ensuite, vous pouvez faire certaines sélections du côté des widgets à droite. Par exemple, on aurait pu sélectionner toutes les coulées ayant une pente de 15 à 20 en cliquant sur la ligne 15 à 20. Ou plus bas, dans l'histogramme en bas, on peut venir sélectionner des degrés de priorisation, comme par exemple ici, j'ai demandé d'afficher seulement les coulées prioritaires pour le boisement de 80 à 100 Et là, vous allez avoir une gamme de couleurs des coulées selon si elles sont à 80 versus 100 Je cède la parole à Chantal. Donc, ben, vous l'aurez compris que la carte interactive est un outil essentiel afin de vérifier l'admissibilité d'une coulée agricole au projet de recherche. Donc, pour la prochaine section, Chantal va nous parler des actions de démarchage auprès des producteurs agricoles qui sont réalisées par l'UPA. Toi, Chantal. Oui, merci Mathieu. Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment contente d'être là pour souligner, en fait, c'est vraiment le travail des fédérations régionales qui
participent au projet là, que je vais résumer. Donc, leur rôle, c'est à partir de la cartographie là, qu'on vient de vous présenter, c'est de réaliser le démarchage auprès des producteurs agricoles qui sont propriétaires des coulées, qui ont des terres parmi les coulées agricoles priorisées pour les aménagements selon la cartographie. Donc, ça peut comprendre les activités suivantes. Donc, premièrement, d'identifier les producteurs agricoles qui sont propriétaires parce que cette information n'est pas dans la cartographie. Ça n'a pas été possible de le faire. Donc, c'est vraiment tout un travail d'identifier les propriétaires associés à ces lots de coulées agricoles priorisés. Il y a aussi identifier la stratégie de démarchage auprès des producteurs propriétaires parce que ça peut différer d'une région à l'autre selon le contexte, selon les ressources, selon l'information disponible. Donc, chaque région qui a embarqué à sa couleur au niveau de la stratégie qui a été adoptée pour le démarchage. Par la suite, évidemment, contacter les producteurs agricoles qui sont propriétaires pour leur expliquer le projet, les informations, grosso modo, que Mathieu vous a expliquées. Et de valider, faire une certaine validation au téléphone. Des fois, il faut aller sur le terrain pour valider la faisabilité d'aménager ces coulées-là. Et si le producteur propriétaire est intéressé, bien, de faire signer une lettre d'intention pour les coulées qui ont été retenues et de l'acheminer à jour de la terre. Et à travers tout ça, c'est de répondre aux questions des producteurs agricoles propriétaires, puis selon le besoin, l'intérêt d'accompagner Jour de la Terre lors de la visite de validation terrain qui suit la signature de lettre d'intention et pour tout autre suivi au cours du projet selon les besoins et les intérêts localement. Donc, ce démarchage-là, ça a l'air de rien, mais c'est quand même du temps. Ça prend du temps pour mettre en place, mais à un moment donné, ça peut faire boule de neige par la suite. Donc, prochaine acétate. Donc, vous avez vos personnes ressources pour les fédérations régionales qui, à date, ont embarqué dans le projet. Je veux juste expliquer qu'on a commencé tranquillement en février-mars de cette année avec 3 régions. Donc, avec Centre du Québec, avec Yann Bourassa, l'Anaudière Dominique Brochu et avec la Mauricie, avec Héloïse Henry. Et c'est ajouté au courant de l'été les 2 régions de l'Outaouais avec, elle fait aussi Laurentide, excuse, je n'avais pas mis le nom de la région sur l'acétate avec Maria-Josée Maïzo, et au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Jean-François Tremblay et récemment capitale nationale Annie-Pierre Paradis-Saint-Joint. Donc, ces gens-là, pour les fédérations qui ont embarqué dans l'approche pour l'instant, c'est le point de chute, tout référencement, tout intérêt on priorise ces personnes-là, ces fédérations-là pour le démarchage. Pour les autres fédérations régionales à date qui soit n'ont pas été approchées pour embarquer dans le projet ou qui n'ont pas donné suite pour l'instant, c'est qu'on favorise vraiment qu'ils soient informés, puis c'est vraiment dans un but d'éviter du dédoublement de l'approche auprès des producteurs agricoles pour ces mêmes types de projets-là, pour que les gens se parlent, puis qu'on ne sursollicite pas les producteurs qui sont propriétaires de ces terres-là. Donc, je pense que ça fait le tour. Donc, je viens de résumer ce qui est dans l'encadré en orange. Donc, à date, les résultats à ce jour, au niveau des lettres d'intention pour ces régions-là, 42 hectares ont été ciblés pour 11 entreprises. Il y a un intérêt manifesté pour environ 16 hectares, 5 entreprises où on attend les lettres d'intention. Et comme je vous ai dit, pour les autres fédérations régionales à date qui ne sont pas officiellement impliquées, ben, on souhaite grandement qu'ils soient informés des démarches qui pourraient venir d'autres organisations locales pour éviter la sursollicitation auprès des entreprises agricoles. Donc, je pense que ça fait le tour, Mathieu. Oui, merci alors Chantal. je passe la parole. Donc, si je vous ramène au cheminement des opérations, donc là, on a vu l'identification des coulées agricoles, le démarchage des UPA. Puis une fois que les propriétaires ont accepté de participer au projet en signant une lettre d'intention, donc on va valider les zones de plantation en allant sur le terrain, puis on crée les plans d'aménagement. Et là, Olivier, justement, va nous expliquer comment on procède. À toi, Olivier. Merci Mathieu. Bonjour tout le monde. C'est ça, Mathieu a bien résumé tout le protocole qui est mis en place jusqu'à la création des plans d'aménagement. Donc, on fait des visites terrain pour délimiter les zones d'aménagement. Puis l'idée ensuite, quand on identifie les zones d'aménagement, c'est de mettre en place un design écologique qui réfléchit pour 2 grandes choses spécifiquement. La première, c'est de fournir davantage de services écosystémiques qu'actuellement,
parce qu'en général, quand on plante plus de végétation arbustive, arborescente, on va avoir davantage de services écosystémiques en termes de limitation de l'érosion, séquestration du carbone, régulation de la température du cours d'eau. Donc ça, c'est un premier bloc. Et puis la deuxième idée, c'est en fait les végétaux qui sont choisis, ils sont choisis afin de pérenniser l'aménagement dans le temps à travers deux concepts, la diversité fonctionnelle et les caractéristiques des végétaux. Donc, pour expliquer rapidement ce que c'est la diversité fonctionnelle, en fait, les arbres, on peut les regrouper selon leurs traits fonctionnels, selon leurs caractéristiques. Donc, on regroupe certaines espèces ensemble pour créer des groupes qui auront des caractéristiques qui seront similaires. Puis donc, si on passe à la diapo suivante, l'idée du projet, c'est d'avoir une diversité fonctionnelle qui est large, donc d'avoir une représentation à l'échelle de la coulée agricole qui est de plusieurs groupes fonctionnels. Parce que si on a, par exemple, 3 espèces d'un même groupe fonctionnel et qu'il y a une perturbation ou un pathogène, un insecte qui intervient, on va perdre toutes ces espèces-là, puisqu'elles sont sensibles, susceptibles aux mêmes pathogènes, perturbations. Alors que si on a 3 espèces qui sont de 3 groupes fonctionnels différents, si une menace intervient au sein de notre coulée agricole, ben on va peut-être perdre une espèce, mais on devrait conserver les deux autres espèces qui sont de groupes fonctionnels différents. Donc ça, c'est ça un petit peu l'idée de diversité fonctionnelle, c'est d'avoir vraiment une belle gamme de groupes fonctionnels au sein de nos coulées agricoles pour que dans le cas qu'il y ait n'importe quelle menace, on ait potentiellement une perte d'un arbre, d'une espèce ou de 2 espèces, mais pas de l'ensemble du peuplement qui va être planté. Donc voilà, ça c'est la première idée, la diversité fonctionnelle, et ensuite on se base aussi sur d'autres caractéristiques pour faire le choix des végétaux qui sont retenus pour les plans d'aménagement. Donc, la première idée, c'est les végétaux, ils ont été choisis pour être en général bien adaptés au sol argileux. Les coulées agricoles, à travers les revues de la littérature qu'on a fait, les analyses sur le terrain, on s'est rendu compte que souvent les coulées agricoles, c'est constitué de sols argileux. Donc, les espèces qui sont retenues, c'est des espèces bien adaptées à ce type de sol. La deuxième idée, c'est on veut des espèces qui soient adaptées à une large gamme de pH dans le sol, parce que les plans d'aménagement, les espèces qui sont retenues sont toutes les mêmes, elles sont plus ou moins les mêmes selon où on se situe. Mettons qu'on soit au centre du Québec ou en Montérégie, les espèces qui vont être retenues vont être les mêmes. Par contre, on va choisir différentes espèces selon les zones de rusticité. Si par exemple, on a des plantations qui sont faites au Saguenay, les espèces qui vont être retenues vont être basées sur les zones de rusticité des plantes. Donc, on ne plantera pas les mêmes choses au Saguenay qu'en Montérégie. Ensuite, l'autre caractéristique qui a été retenue dans le choix des végétaux, c'est d'exclure certains végétaux qui étaient très sensibles à certaines maladies ou insectes. On pense par exemple aux frênes, la grippe du frêne. Voilà, donc les frênes sont exclus, les ormes sont exclus également. Puis dernière caractéristique, on a sélectionné le plus possible des espèces qui étaient fixatrices d'azote parce qu'à proximité de milieux agricoles, c'est important ce type de caractéristiques-là. Donc là, ça fait à peu près le tour des grandes caractéristiques qui sont utilisées dans le choix des végétaux. Puis, on peut passer à la diapo suivante. Puis, maintenant, si on schématise en fait une coulée agricole, on peut la scinder en 4 grandes sections. Il y a la section tout en haut, la zone tampon de 5 mètres. Ça, c'est une section où on ne plantera pas parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des interférences négatives avec le milieu agricole. On ne veut pas, par exemple, qu'il y ait des chutes de branches, qu'il y ait de l'entretien, enfin, que ce soit quelque chose perçu négativement auprès des agriculteurs d'avoir des arbres trop proches de leur culture. Donc, voilà pourquoi il y a une bonne tampon. Je vais maintenant passer au bas de pente. Donc, le bas de pente, c'est la première zone où on va planter. Puis, les végétaux qui sont plantés dans cette zone-là
D'une part, c'est des arbres et des arbustes qui ont été sélectionnés parce que c'était des espèces qui ressortaient souvent dans des guides pour les bandes riveraines. Spécifiquement, parce que c'est des espèces aussi qui sont utiles contre l'érosion des glaces, la stabilisation des berges. Puis on voulait également sélectionner des espèces qui étaient tolérantes à l'inondation ou à l'immersion de leurs racines. Parce qu'avec la variation du cours d'eau, potentiellement, les bas de pente, c'est des secteurs où il peut y avoir des petites inondations temporaires. Voilà, ça c'est la première section. La seconde section où on plante, c'est la section en pente, où là, on choisit des espèces, des arbres et des arbustes qui ont premièrement un rôle de stabilisation des pentes et de limitation de l'érosion superficielle. Puis c'est aussi des espèces qui sont d'intérêt pour la faune, tant pour l'habitat que pour la nourriture. Voilà, c'est les grandes caractéristiques. Puis la dernière section, c'est la section de haute pente, où là, on choisit principalement des espèces arbustives pour qu'à nouveau, il n'y ait pas que ce soit pas perçu négativement pour les agriculteurs. Puis même les espèces arborescentes qui sont plantées, en général, on les plante le plus loin du champ. On met d'abord une espèce, comme une bande plutôt arbustive, et ensuite les arbres plus loin. Et puis en termes d'avantages, de caractéristiques pour cette section-là, on choisit des espèces qui soient stabilisatrices des pentes, puis qui limitent l'érosion superficielle. On veut aussi des espèces qui soient favorables aux pollinisateurs, parce que ça permet d'avoir des arbustes, ou en tout cas, les pollinisateurs vont augmenter la productivité des champs, donc avoir des végétaux qui soient utiles aux pollinisateurs le plus proche des champs, c'est ce qu'on a retenu comme idée. Puis enfin, on a aussi choisi des espèces qui soient tolérantes à la sécheresse, puisque comme on est plutôt en haute pente ou en replat, là, l'eau ruisselle beaucoup plus, donc il y a moins d'eau dans le sol, donc on veut des espèces qui soient davantage adaptées à la sécheresse. Donc ça fait le tour un petit peu des grandes caractéristiques, des grands choix qui ont été faits pour réfléchir à notre design écologique selon la topographie, en fait, où est-ce qu'on va planter nos végétaux. Après, si on parle vraiment plus statistique dans nos plantations, donc la densité à l'hectare, le nombre d'arbres qu'on plante, d'arbres arbustes à l'hectare, c'est 1600 tiges. Donc, ça permet un espacement d'à peu près 2,5 mètres entre chacun des végétaux. Le format, donc c'est-à-dire la taille des végétaux qui sont utilisés, c'est des plants de forte dimension, donc c'est-à-dire des végétaux de 30 à 40 cm. En termes d'espèces, là, il y a une belle représentativité des feuillus, des résineux et des arbustes. Dans le passé, il faut savoir que les coulées agricoles étaient souvent boisées par des essences de conifères. Puis là, nous, on veut, à travers la diversité fonctionnelle, à travers l'amélioration des services écosystémiques, on veut diversifier ces plantations-là et pas simplement planter des résineux. Ça m'amène à la diversité. On plante de façon diverse pour augmenter la diversité spécifique, donc au niveau des espèces, mais aussi fonctionnelle, donc au niveau des groupes fonctionnels. Pour la protection des végétaux, il y a trois éléments qu'on utilise. Du paillis. Donc, pour l'instant, on utilise du paillis plastique, mais on réfléchit, on est en discussion avec des organismes pour utiliser du paillis biodégradable et compostable. En parallèle, on va utiliser des spirales au pied des feuillus. Donc ça, c'est des petits protecteurs en fait qui permettent de limiter, d'éviter que les tiges soient rongées par des petits mammifères. Puis on utilise aussi des grillages, donc des gaines en plastique métallique que vous pouvez voir sur la photo, qui là, c'est pour permettre de lutter contre l'herbivorie des plus grands mammifères, plutôt les cervidés. Puis, il y a un entretien qui est fait tous les ans, pendant 5 ans, au moins un entretien par an. Et puis cet entretien-là, il a pour but de faucher aux alentours des plants pour limiter la compétition et permettre la bonne croissance des végétaux. Puis j'ajouterai aussi que
le matériel qui est utilisé, le matériel de protection. Il y a des clauses qui sont passées avec les organismes planteurs pour que 10 ans après la plantation, le matériel soit retiré pour pas qu'il soit laissé dans la nature. Voilà. Puis là, je vous montre un petit plan d'aménagement qui a été réalisé assez récemment. Donc, vous pouvez voir, en fait, si on regarde dans la légende, en bas à droite, il y a différentes sections de plantation. Il y a le bas, il y a la pente, il y a le haute pente, puis PEH. Bon, c'était un petit test de planter des peupliers hybrides dans des zones de phragmites. Mais selon la topographie, ben, on va planter différentes... on va choisir nos sections. Donc, à proximité du cours d'eau, ça va être des bas. Enfin, une section de bas. Quand c'est la pente, c'est plutôt section en pente. Et puis, quand on est sur le haut de pente ou des zones de replat, ben, c'est des zones... Enfin, c'est des espèces choisies pour ces sections-là. Puis aussi, ce qui est fait dans ces plans d'aménagement-là, c'est qu'on conserve, quand on fait la visite terrain, on regarde toujours aussi où est-ce qu'il y a déjà de la végétation arborescente ou arbustive pour conserver cette végétation-là. Donc, quand on réalise les plans d'aménagement, puis quand les organismes planteurs viennent pour planter, il n'y a aucune... on va faucher peut-être la strate herbacée, mais tout ce qui est arbustif ou arborescent, ça va être conservé. Donc, mettons, il y a beaucoup d'aubépines, on va les conserver, ces espèces-là, dans les coulées agricoles. L'idée, c'est vraiment de planter dans des zones où c'est seulement de la strate herbacée qui est en place. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, c'est un autre plan d'aménagement. Puis, on peut voir qu'il y a certaines zones, mettons, où il y a le long du cours d'eau, où on a décidé de ne pas planter parce qu'il y a certaines zones aussi qui sont exclues. Les zones, mettons, d'inondation sont exclues des zones de plantation. Les zones de très fort courant aussi sont exclues parce que selon si la plantation est réalisée au printemps ou à l'automne, ben, au printemps, s'il y a de l'inondation, on ne pourra pas planter dans cette zone-là. Et puis, c'est pas sécuritaire pour les travailleurs. On exclut aussi, mais c'est déjà dans la création des coulées agricoles, la délimitation des coulées agricoles, on ne plante jamais dans des milieux humides non plus. Voilà, je pense que ça fait à peu près le tour. Et puis les zones de très très forte pente aussi, on ne plante pas à cause des contraintes et puis pour la sécurité des travailleurs. Puis là, vous avez un petit tableau à droite qui répertorie en fait toutes les espèces qui sont plantées spécifiquement dans cette coulée-là. Puis voilà, là c'est détaillé. On voit aussi les espèces, la dernière colonne à droite, c'est les espèces qui auront un matériel de protection, donc les spirales et puis les gaines protectrices autour des arbres. Donc voilà pour moi, je pense que ça fait le tour un petit peu de la méthodologie qui est utilisée quand on fait les plans d'aménagement. Une dernière chose aussi, c'est que quand on visite, on essaie d'être avec l'agriculteur, lui demander s'il y a des zones aussi qu'il aimerait exclure. Donc vraiment, oui, on prend en considération le souhait des agriculteurs dans les zones de plantation. Après, pour le choix des espèces qui sont retenues, c'est vraiment l'expertise de Demain la Forêt qui est choisie. On ne souhaite pas que le producteur agricole nous dise « je veux planter seulement des érables à sucre » ou n'importe quelle espèce. Parce que l'idée, on a choisi les espèces selon leurs caractéristiques, selon la diversité fonctionnelle pour qu'elles soient adaptées aux conditions climatiques présentes et futures. Voilà, je pense que ça fait le tour pour moi. Ben, merci Olivier. Si je peux me permettre de rajouter que les plans d'aménagement sont validés aussi par des experts scientifiques. Donc, on a vraiment toute une équipe de scientifiques avec nous. Donc, on en profite un maximum jusqu'au plan d'aménagement où ils sont validés par ces personnes-là. Donc, on serait rendu maintenant à conclure un petit peu ce qu'on a vu précédemment. Donc, je vais vous présenter les nombreux avantages qui se présentent aux propriétaires qui souhaitent participer au projet. Donc, le premier avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'il n'y a aucune contribution financière qui est exigée de la part de ces personnes-là. Donc, on parle d'une plantation clé en main. Ensuite, notre équipe offre un soutien et une expertise technique dans la conception et la mise en place des arbres. On l'a vu notamment avec la présentation d'Olivier. Ensuite, les plantations seront entretenues pendant 5 ans. Les plantations pourront
permettront d'apporter des services écosystémiques au milieu. Ensuite, le producteur agricole ne subira aucune perte en termes de superficie cultivée, étant donné qu'on est en coulis agricole, ce pas des zones qui sont supposément cultivées. Donc, il y a de grandes chances que ça n'interfère pas avec ces activités. Ensuite, le carbone qui est séquestré dans les plantations pourra être utilisé par les producteurs agricoles dans leur bilan carbone de leur ferme. Et pour y avoir une certaine satisfaction chez les propriétaires qui participent au projet, de contribuer à la lutte au changement climatique et de participer à la recherche scientifique. D'ailleurs, en parlant de recherche, Annick va nous présenter les activités qui vont être réalisées dans ce projet-là. À toi la parole, Annick. Oui, donc dans ce projet-là, il y a beaucoup d'aspects de recherche avec Habitat, la chaire en économie écologique et l'ISFAR. Et il y a plusieurs personnes impliquées qui sont présentes aujourd'hui, donc je vous salue. Parmi le volet recherche, il y a en premier lieu l'estimation des bénéfices écosystémiques du boisement, donc autant les valeurs biophysiques que les valeurs monétaires. Alors, Habitat s'occupe de faire la modélisation des bénéfices écosystémiques, alors que la chaire en économie écologique et l'équipe de Jérôme Duprat vont faire plus la revue littérature et le transfert de bénéfices. Il va y avoir aussi une évaluation du stockage de carbone. Encore une fois, Habitat va faire la partie modélisation, alors que l'équipe de David Rivet à l'ISFAR va évaluer sur le terrain le stockage de carbone dans des plantations. Suite à ça, on va faire une analyse coût-bénéfice. Donc, on va comparer les bénéfices monétaires au coût d'aménagement et de boisement, donc réalisé encore par la chaire en économie écologique. Ensuite, les aspects législatifs et les incitatifs potentiels seront analysés. Donc, une grande revue de littérature portant sur ces aspects-là aussi, encore une fois avec la chaire en économie écologique. Puis, l'équipe de David Rivet va faire plusieurs tests. En fait, je vois dans le chat que le projet suscite beaucoup de questions. Puis, c'est ça qui est le fun avec un volet de recherche, c'est que présentement, on n'a pas toutes les réponses, mais avec les aspects recherche, on espère avoir de plus en plus de réponses à vos questions. Je voyais entre autres une question sur la densité. Bien, dans les projets de recherche, il y aura de comparer la densité de 1600 tiges à l'hectare versus si on plante de façon très dense. Donc, un projet de recherche pour évaluer le succès des plantations passées, autant au niveau de la survie, de la croissance, dépendant des espèces et des techniques qui avaient été utilisées, par exemple pour la protection de l'herbivorie, et aussi voir, tester différentes approches, différentes techniques de plantation, différents pays aussi, différentes densités. Donc, ça aussi, ça va être évalué en cours de projet. Et finalement, il y a aussi une analyse sociale et historique, donc les aspects aussi évalués par la chaire en économie écologique, dont je vous parle davantage sur la prochaine diapo. Donc, le projet Demain la forêt infrastructure verte, c'est un projet qui se déroule majoritairement sur des terres privées. Donc, on a vraiment besoin de la participation des agriculteurs dans le projet. Donc, c'est important pour nous de savoir c'est quoi les freins et les déterminants. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un agriculteur est prêt à participer à ce projet-là et qu'est-ce qui fait qu'il y en a d'autres qui voudront pas participer. Et là, c'est plus facile de savoir ceux qui sont participants parce qu'on a des contacts avec eux, mais par contre, on a plus de difficultés à rejoindre ceux qui refusent de participer ou ceux qui n'y voient pas l'intérêt. Il y a aussi la volonté de garder ces plantations-là à long terme. Donc, pour évaluer tout ça, on a besoin de rencontrer des agriculteurs pour faire des entretiens individuels et des groupes de discussion. Mais on vise aussi pas juste les agriculteurs, on vise d'autres parties prenantes et d'autres acteurs qui œuvrent auprès des agriculteurs, comme les agronomes, les organismes de bassin versant, d'autres responsables de l'aménagement du territoire. Donc, si vous voulez participer à ce projet-là, on vous invite à scanner le code QR ou à rentrer l'adresse Internet juste là pour remplir le Google Form, le formulaire, afin que Caroline Tivierge et Chloé Lécuyer Sauvageau vous contactent dans les prochaines semaines pour participer à des entretiens ou des groupes de discussion. Mais merci Annick pour cette belle présentation de la section recherche. Maintenant, je vais faire un petit survol de où on en est rendu dans notre projet. Donc, on disait que le projet a débuté en 2022, mais les plantations ont débuté en 2023. Et jusqu'à présent, on a planté 7,5 hectares en Montérégie et au centre du Québec, ce qui représente à peu près 12 000 arbres et arbustes, pour vous donner une idée, justement avec la densité de 1600 tiges à l'hectare.
Et au printemps prochain, on prévoit planter au moins 30 hectares à travers plusieurs régions. Donc, toujours la Montérégie, le centre du Québec, et viennent s'ajouter l'Outaouais, le Saguenay et la Naudière. Donc, si vous faites le calcul en termes de superficie jusqu'à présent par rapport à notre objectif de 80 hectares, il nous reste encore plusieurs dizaines d'hectares à trouver. Donc, c'est pourquoi nous sommes en recherche active de propriétaires de coulées agricoles qui pourraient être intéressés par notre projet de boisement. Donc, nous lançons aujourd'hui un appel à vous afin de nous aider un peu dans notre démarche. Puis, je vais vous mentionner qu'il existe plusieurs manières de collaborer avec nous. Donc, tout d'abord, il faut voir le projet Demain la forêt, infrastructure verte, comme un projet complémentaire à des projets de conservation qui sont existants ou à venir. Par exemple, donc, s'il y a des coulées agricoles qui sont présentes dans des secteurs ciblés pour un projet de conservation de la biodiversité, Demain la forêt, infrastructure verte pourrait financer l'aménagement des coulées agricoles. Ensuite, certaines personnes d'entre vous sont certainement en contact direct avec des propriétaires de coulées agricoles. Si c'est le cas, il s'agirait de leur mentionner l'existence du projet. Et si ces personnes manifestent de l'intérêt envers le projet, nous pourrons les accompagner, notamment avec les personnes de l'UPA qui font un travail colossal pour mettre en place, faire le lien entre Jour de la Terre puis les producteurs agricoles. Et pour finir, nous cherchons à travailler avec des acteurs locaux pour réaliser les plantations. Donc, parmi ces trois options, s'il y a au moins une option qui vous intéresse, vous pouvez nous contacter via le courriel qui est disponible, donc à demainlaforêt@jourdelaterre.org. Et donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que nous sommes prêts à travailler avec différents acteurs en agro-environnement et en développement durable. Puis, je suis persuadé qu'après cette présentation de ce midi, on va avoir un lot de réflexion, puis ça va nous permettre de créer de belles collaborations à l'avenir. Donc, ça met un terme à la présentation de ce midi. Puis, il serait maintenant le temps de passer à la période de questions. Puis, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de discussions. Enfin, je vois le 61 en termes de chat. Donc, on va voir les questions. Donc, j'arrête mon partage d'écran, puis on va pouvoir passer. Mathieu, j'ai oublié de dire qu'on cherche aussi des sites qui ont été plantés dans les années passées pour différents projets de recherche. Donc, ils pourront contacter à l'adresse que tu as affichée s'il y a des sites de plantation en coulées agricoles passés vous pourriez nous donner les coordonnées. Super. Donc, alors, si on regarde les questions, donc la première question, est-ce que la présentation est enregistrée pour pouvoir le visionner à un autre moment? Donc, oui, tout à fait. C'est ça, on prévoit la mettre à disposition sur la page web du site internet du projet. On pourra mettre le lien dans le fil de discussion, le lien de la page web. Puis on prévoit la déposer d'ici 2 semaines sur notre page web. Donc oui, vous pouvez la visionner. Puis la partager aussi, partager cette vidéo à travers votre entourage pour que le message circule. Ensuite, une autre question qui m'est adressée. Pourquoi ne peuvent-ils pas monétiser la séquestration de carbone? Est-ce que cela ne serait pas un incitatif à participer au projet, d'en tirer des bénéfices financiers? En fait, le projet est financé par le ministère de l'Environnement et ça a été instauré comme ça avec le financement qui vient par le ministère de l'Environnement de ne pas monétiser les crédits carbone qui pourraient être générés par les plantations. Donc, c'est pour ça qu'on préfère que les producteurs même en profitent plus de cet aspect séquestration de carbone dans leur plantation pour des fins personnelles plutôt que de les vendre, puis qu'au final, ils se retrouvent à ne plus avoir de possibilité d'améliorer leur bilan carbone en vue d'atteindre leur objectif de carboneutralité d'ici 2050. Donc, OK, j'ai une autre question de Philippe Anger. Je vais citer d'ailleurs les personnes, plutôt, ça va être beaucoup plus simple. Une autre question de Philippe. Est-ce qu'il en coûte quelque chose pour les agriculteurs participants ou tout est pris en charge par Habitat ou le Jour de la Terre au niveau du financier et de l'opérationnel? Donc, on a répondu lors de la présentation. Donc,
il n'y a aucune contribution financière de la part des producteurs ou des propriétaires de coulées agricoles. Ensuite, j'ai une question pour Annick de la part de Anne Carrier. Comment est-ce que les coulées agricoles sont définies comparativement aux définitions légales de cours d'eau et de fossés de drainage? Article 103 de la LCM. Ben, les coulées ne sont pas. La définition d'un cours d'eau n'est pas reliée à la définition d'une coulée. Donc, la coulée ne dépend pas s'il y a une proximité à un cours d'eau. C'est vraiment juste dans la priorisation qu'on a pris les données de cours d'eau pour prioriser les coulées qui étaient situées proches d'un cours d'eau. Et là, les fossés de drainage ne sont pas pris en compte. OK. Merci. Ensuite, j'ai une autre question pour toi de Michel Landry. Pour votre information, dans notre région au moins, je ne sais pas dans quelle région c'est, plusieurs coulées agricoles ont bien une forme linéaire, par exemple lorsque l'écoulement est très encavé. J'imagine que vous avez une certaine tolérance sur le paramètre de linéarité. Oui, ben ça, c'est une réponse que je ne savais pas avant que notre analyste nous réponde. C'est les friches de moins de 20 mètres de large seulement qui ont été retirées. Donc, celles qui ont plus de 20 mètres de large sont conservées, même si sont linéaires. Puis ça n'en enlève pas beaucoup, ça enlève surtout les bords de route finalement. Merci, Annick. Une autre question pour toi de Michel. Michel Landry. Donc, je constate que tout notre secteur prioritaire, donc on commence à définir son secteur, Rivière et Yamaska, où on trouve de nombreuses coulées que nous avons commencé à reboiser, ne se trouve pas dans votre analyse sur la carte interactive. Serait-il possible, il manque un bout de la question, d'en discuter? OK. Ça dépend de c'est passé depuis combien de temps, ces plantations-là. S'ils ont atteint plus de 3 mètres, c'est sûr qu'elles sont exclues des coulées parce que pour nous, ils sont boisés, donc ils ne sont pas des friches. S'ils sont moins que 3 mètres, ben, c'est dépendant des jeux de données qu'on a utilisés. Donc, dans les données plus récentes, ça ne reflète jamais 100% de ce qu'on voit sur le terrain. Mais on pourra peut-être juste nous contacter par courriel, puis on pourra en discuter davantage. Une question d'Émile Veilleux pour Annick. Est-il possible d'exporter des données de la carte interactive d'habitat en fonction d'une emprise, par exemple? Non, les données sont exportables selon les régions administratives ou le MRC. Puis ensuite, c'est dans des logiciels comme QGIS ou ArcGIS que vous pouvez manipuler les données. La question suivante s'adresse à Olivier de la part de Michel Landry. Avez-vous une sensibilité dans la sélection des végétaux pour prioriser les végétaux indigènes? Je ne le vois pas dans les critères. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu rajouter, mais la grande majorité des espèces sont des espèces indigènes. Il y en a quelques-unes qu'on peut considérer comme non indigènes, mais qui sont présentes dans le nord-est des États-Unis, comme par exemple le bouleau noir, ou même qu'on peut retrouver en ville, à Montréal par exemple, le févier d'Amérique aussi. Je crois que c'est les deux seules espèces. Le noyer noir. Ah, et le noyer noir, ouais. Merci Annick. Mais autrement, oui, c'est simplement des espèces indigènes qui ont été retenues. J'ai une autre question pour toi, Olivier, de la part de Walter Loaiza. Est-ce que des espèces mellifères ont été considérées? Oui, bien sûr, on a regardé les espèces mellifères, donc de mémoire, celles qui sont dans les plans d'aménagement, il y a la mélanchie du Canada, le physocarpe à feuilles d'aubier, puis l'érable argenté, l'érable rouge aussi. Enfin, ça a été un critère qui a été considéré. Les viornes aussi, puis les aulnes aussi, je pense que c'est quand même considéré comme mellifère. Donc oui, on a essayé de prendre en compte ça. Merci, Olivier. Une question qui s'adresse pour moi de la part de Anne Carrier. Donc, comme les coulées agricoles ne doivent pas être modifiées pendant les 20 ans suivant les interventions, je me demande s'il a été prévu d'intégrer l'aspect entretien du cours d'eau avec les producteurs et les MRC afin de nous assurer que le producteur n'aura pas à intervenir dans le lit du cours d'eau suivant la plantation. Vérifier s'il a besoin des besoins et des problématiques au niveau du drainage et aborder cela en amont de la revalorisation des rives. Alors, c'est un bon aspect. J'avoue que ce n'est pas quelque chose pour lequel on a
du financement avec l'entretien du cours d'eau. Nous, le budget qu'on a, c'est vraiment entretien de la plantation en tant que telle, mais pas à côté du cours d'eau. Ce serait à discuter certainement avec la MRC, comment on peut mettre en place ce type d'activité. C'est une très bonne question auquel on pourra réfléchir au sein de notre équipe. Merci de nous faire part de ce commentaire. Sur l'aspect drainage aussi, quand on fait des plans d'aménagement, on ne l'a pas mentionné, mais on tient compte de l'emplacement des drainages pour éviter de planter aussi sur les zones, sur les drains, pour éviter de venir boucher le drain, puis que ça cause au final plus de problématiques que de résoudre des problèmes. Merci pour ce bon commentaire. La prochaine question s'adresse à Olivier de la part de Michel Landry. En Montérégie, plusieurs projets à succès se sont appuyés sur l'aménagement des zones périphériques des terres agricoles en permettant une certaine exploitation. Par exemple, les exploitations fruitières. Je comprends que côté écologie pure, ce n'est pas toujours ce qu'on cherche, mais ça a par contre largement facilité l'acceptabilité de tels projets. Quelle est votre opinion sur cette perspective, notamment pour la première bande sur le bord de la coulée et non plus bas dans la coulée? Est-ce que tu veux que je répète la question? Non, non, c'est bon. Bah, en fait, la sélection des espèces, on a beaucoup réfléchi à plusieurs, avec Annick, avec des gens de l'ISFOR aussi. C'est un projet de recherche, donc pour l'instant, on a sélectionné certaines espèces, surtout selon la diversité fonctionnelle et caractéristiques des arbres. Enfin, on a sélectionné des arbres où on avait beaucoup de données écologiques. Puis c'est vrai que les fruitiers, on s'est demandé, oh, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas pris en compte, mais le choix des végétaux, des coulées agricoles, c'est pas figé dans le béton, ça peut évoluer. Donc, je pense qu'à l'avenir, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Est-ce que Annick, toi, tu peux rajouter quelque chose là-dessus? Ben, il y a aussi beaucoup de fruitiers qui sont non indigènes. Nous, on priorise les espèces indigènes, mais oui, on peut être. Tant que la diversité fonctionnelle est respectée, mais il peut y avoir des espèces fruitières à intégrer à nos plantations. Merci pour ces explications. La prochaine question est pour Olivier, de Julien Fortier. Il se demande s'il n'y a pas besoin de protecteurs spiralés avec des manchons climatiques, mais je pense que en fait, la question a dû intervenir. Non, je pense que sa question, c'est a-t-on vraiment besoin de spirale quand que. Mais moi, par expérience, je dirais oui, là, que les deux sont nécessaires. Hmm. C'est sûr que Ouais. pour les manchons climatiques, tout dépend aussi s'il y a des secteurs où il n'y a pas de cervidés. Ça peut être quelque chose qu'on peut un peu laisser faire, mais actuellement, Montérégie, centre du Québec, c'était pas mal protégé contre les cervidés. Peut-être tu veux rajouter quelque chose, Olivier? Non, je dirais qu'on essaie de tout mettre, on met toutes les mesures en place pour protéger les végétaux et qu'ils puissent pérenniser l'aménagement. Donc, on fait nos tests en mettant plus de protection que peut-être pas assez pour l'instant. Et puis, on verra. À chacun des entretiens aussi, ce qui est fait, c'est les organismes planteurs doivent faire étudier les taux de survie des végétaux. On a créé des placettes échantillons pour voir chaque espèce, à quel point elle est, elle, elle survit ou pas. Euh, donc bon, pour l'instant, on protège plus que pas assez, mais c'est un projet de recherche, on apprend, puis on va voir dans le futur si on peut retirer ce genre d'équipement. Exact. La prochaine est de Charles Lucier pour moi-même. Est-ce que les producteurs participent au choix des espèces d'arbres? Donc, généralement, on leur soumet le plan d'aménagement avec les espèces qu'on a choisies. Après, les producteurs, enfin les propriétaires de coulées agricoles peuvent nous revenir s'ils veulent que telle espèce ne soit pas plantée. Mais comme le présentait Olivier, il ne faudrait pas que le propriétaire nous revienne avec juste une seule espèce qu'il veut planter dans sa coulée agricole parce que ça ne rejoint pas l'essence même de Demain la forêt qui est de diversifier en termes d'espèces puis de fonctionnalités. Donc, donc il y a quand même une certaine liberté auprès des producteurs, mais il faut qu'on garde cette liberté-là au niveau du projet de diversifier
Et de la manière qu'on fait, admettons, s'il veut changer une espèce par une autre, on vérifie que ça répond bien à notre diversité fonctionnelle qu'on souhaite avoir. La prochaine question s'adresse à Olivier de la part de Anne-Catherine Gay. Ne serait-il pas intéressant de réintégrer graduellement certaines essences d'arbres comme l'orme et le frêne dans une optique de diversité afin de maintenir leur présence dans le paysage et de développer la résistance à ces maladies ou insectes avec l'aide des autres essences? C'est un bon point. Pour l'instant, on ne le fait pas. C'est un projet pilote sur 2 ans. Peut-être à la clôture du projet, on réfléchira aux essences, aux espèces qu'on a sélectionnées, voir si le projet se poursuit, est-ce qu'on veut modifier un petit peu les essences qui sont sélectionnées, mais pour l'instant, on ne le fait pas. C'est un bon point, effectivement. Avec la diversité fonctionnelle, il serait plus protégé, on va dire. Donc, garde ton micro ouvert, Olivier. Les 2 prochaines questions sont pour toi de Lauriane. On va y aller une par une. La distance entre les arbres de 2,5 mètres a été réfléchie pour quels objectifs? Pourquoi pas un peu plus large? Est-ce pour contrer la mortalité potentiellement élevée ou la résilience de la plantation? Je pense qu'on a choisi une densité à l'hectare qui est de 1600 tiges, basée aussi pour connaître un petit peu la séquestration du carbone, le stockage du carbone, pour faire des modélisations. Il y a certaines courbes de croissance, on rentre un peu dans du langage technique, mais il y a certaines courbes de croissance qui sont connues pour des densités spécifiques. Donc 1600 tiges à l'hectare, c'était l'une des densités qui était retenue. Il y a aussi le coût qui doit être quand même pris en compte. Plus il y a de végétaux, plus ça va coûter cher parce qu'il y a l'achat du végétal, mais aussi tous les protecteurs associés. Donc, on est parti sur cette densité-là. Je ne sais pas si Annick ou Mathieu, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Ben Non. oui, mais oui, on prévoit une certaine mortalité comme dans toutes les plantations. Donc, c'est pour ça qu'on plante assez dense, parce qu'on utilise des PFD. Quand on plante avec des arbres en pot ou des arbres de plus grande taille, on peut se permettre d'être moins dense. Mais là, on a besoin de cette densité-là pour assurer la pérennité de la plantation. Exact. Donc, au niveau de la deuxième question, donc, au niveau du choix des essences, je comprends que l'intégration dans le paysage est importante, mais est-ce que vous en profitez pour intégrer des essences en prenant en compte les changements climatiques? Ben, on a choisi une vaste gamme d'espèces pour que certaines survivent. Il y a des modèles climatiques qui sont utilisés pour estimer le climat, les précipitations, les températures futures. On n'a pas tant utilisé ces données-là pour savoir quelle espèce on devrait planter. On a plus choisi l'idée de une vaste gamme d'espèces selon la diversité fonctionnelle, le principal concept qui a été utilisé. Puis à partir de là, on espère que parmi ces espèces, il y en aura qui résisteront. Il y a quand même 30 espèces différentes. C'est quand même, enfin, c'est 30 espèces minimum. Ça peut monter jusqu'à 40 espèces. Donc, c'est quand même une large gamme d'espèces, beaucoup plus d'espèces que qu'on retrouve dans un milieu boisé naturel, mettons. Donc là, on a une main levée de Noémie Gagnon. On va ouvrir son micro qui voulait intervenir sur la réponse d'Olivier. Est-ce que ça fonctionne? Non, le micro n'est pas activé. Je vais réactiver le son. Ça semble pas fonctionner. Normalement, je l'ai autorisé de parler, Noémie. Est-ce que si tu ouvres ton micro, est-ce que tu peux ouvrir ton micro, peut-être écrire dans le chat Normalement, je t'ai autorisé de parler. Et, en attendant que le problème soit réglé, on va passer. Donc, prochaine question de Anne Carrier qui m'est adressée. Donc, le financement présenté au début du projet est offert jusqu'à quand? Donc, il est offert jusqu'en juin 2025. Donc, le financement de 4,5 millions s'échelonne sur 3 ans. Le projet a débuté en juin 2022, donc jusqu'en juin 2025. Est-ce qu'on a
Des nouvelles de Noémie? Mathieu, c'était une erreur en fait, sa main. Donc c'est bon. Ah, ok. Ok. Bon. Euh, Ensuite, la prochaine question de Annie Goudreau, qui s'adresse soit à moi ou à Annick. On va voir qui va répondre. Donc, pour une entreprise qui possède une coulée non priorisée dans les cartes, est-ce que sa candidature est automatiquement rejetée? Alors, euh, le projet qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est un projet de recherche qui vise à aménager 80 hectares de coulées agricoles. Puis on voit qu'on a des critères d'identification très précis, comme si je prends les pentes qui doivent être de 15% en moyenne minimalement. Euh, on prévoit quand même, après ce projet-là, d'ouvrir certainement l'aspect critères. Donc, des coulées agricoles qui ne sont pas encore ciblées sur la carte interactive que Annick nous a présentée, ben, ces coulées-là pourraient faire partie de l'ordre dans le cadre d'un autre projet, lors d'une phase subséquente à ce projet-là. Donc, on ne veut pas refuser non plus ces personnes-là. On peut les garder dans une liste de référencement dans le sens où ces personnes-là sont intéressées de participer à un projet de plantation. Puis quand notre projet à plus large déploiement sera mis en place, ben, on pourra reprendre contact avec ces personnes-là, puis leur dire, bon, ben, maintenant on a le financement pour planter votre coulée agricole. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je vais compléter. Dans le fond, c'est que si la coulée se trouve dans la carte sur la couche coulée agricole, mais ne se trouve pas dans la couche priorisation, c'est donc qu'on l'a exclue probablement parce qu'il y avait une espèce champêtre. Donc, celle-là, on ne veut pas la boiser. Si elle sort sur la carte de priorisation, mais est dans une faible priorisation, c'est sûr qu'on va prioriser les coulées prioritaires. Mais comme Mathieu dit, ces coulées-là sont notées pour une phase 2 du projet. La prochaine question de Mathieu Provost, qui s'adresse soit à moi, soit à Nick. Est-ce qu'il y a une certaine considération de l'état des cours d'eau? Par exemple, un cours d'eau qui s'incise pourrait compromettre certains efforts de plantation. Ce n'est pas une information qu'on a connaissance de l'état des cours d'eau. C'est sûr que l'objectif même de planter, c'est vraiment d'augmenter la qualité des cours d'eau. Mais on n'a pas cette information-là. Donc, je ne sais pas si Annick, tu as quelque chose à compléter dessus. Mais c'est Non, on n'a pas d'informations sur la qualité du cours d'eau, mais si, comme Olivier l'a montré, s'il y a des zones inondables, il y a une coulée qu'on a visitée qui avait un barrage de castor, on doit considérer que si le barrage cède, l'eau risque de monter, donc on se donne tout le temps de distance au cours d'eau aussi. Si jamais vous voulez préciser votre question, vous pouvez rester à la fin pour lever la main. La prochaine question de Vincent Aman-Benoît, qui s'adressera à Annick ou Oli. Est-ce qu'il serait intéressant d'inclure certaines parcelles qui seraient laissées à elles-mêmes en reboisement naturel, donc sans plantation, mais qui seraient suivies et étudiées? Je propose cette idée car il est de mon avis que la nature est souvent très efficace pour faire pousser les bons végétaux aux bons endroits, exception faite pour certains PEE, ce qui a le mérite d'être moins coûteux, de préserver le patrimoine génétique local et de ne pas introduire de plastique dans l'écosystème. Il se lance. Ouais, je peux y aller. Mais je pense que c'est quand même des bons commentaires. Le projet aussi, actuellement, peut-être Annick, tu serais mieux pour répondre, mais je pense qu'on cherche en parallèle quand même pour un autre projet de suivi de la biodiversité, voire des coulées agricoles qui sont non boisées, puis voir l'évolution dans le temps. C'est sûr que on s'est rendu compte avec la dernière analyse que petit à petit, certaines coulées peuvent être reboisées naturellement. Après, est-ce que toutes les coulées vont être reboisées, enfin boisées plutôt? C'est difficile à dire. Mais moi, mon doctorat portait un peu là-dessus. Donc, ce que la littérature dit, c'est que souvent, les friches, il y a deux facteurs. Soit qu'il y a des friches dont la compétition herbative va être très compétitive et empêcher l'établissement des arbres, ou soit qu'elles vont se reboiser, mais avec une
très peu de diversité d'espèces parce que les géniteurs sont souvent loin, puis surtout les coulées agricoles sont souvent, je pense entre autres au centre du Québec, où il n'y a pas de milieu forestier à proximité. Donc, on se retrouve avec une faible diversité d'espèces, souvent une grande présence d'espèces exotiques envahissantes. Donc, nous, notre projet permet vraiment d'avoir des plantations diversifiées et de créer des milieux qui vont être résilients à différentes perturbations et aux changements globaux. Merci à tous les deux. Prochaine question de Julien Fortier qui m'est adressée. Quelles sont vos premières observations terrain, succès, échec, effet du gel printanier de mai dernier? Bon, pour le gel printanier de mai dernier, en fait, en termes de succès, on va commencer par là. On a commencé par une évaluation du taux de survie de nos plantations qui ont été réalisées au printemps dernier. Et sur les 2 coulées qu'on a faites, donc, on a un taux de succès de 80% de taux de survie. Donc, malgré le fait que les plants ont été plantés justement avant que le gel printanier arrive, on s'attendait peut-être à avoir un petit peu plus de mortalité, mais les arbres, même s'ils sont de petite taille, ben, ils ont quand même réussi à bien s'établir dans leur milieu. Donc ça, c'est plutôt encourageant. On a été chanceux aussi cet été d'avoir un été pluvieux quand même. Donc ça a été une bonne nouvelle pour nous, moins pour les producteurs agricoles qui en ont souffert. Donc les arbres ont pu bénéficier de cet arrosage naturel. Donc ça, c'est quand même un beau succès de ce projet-là. Euh, puis, c'est ça, j'ai hâte. Donc là, on a fait une plantation cet automne aussi. Donc là, on va voir, on essaye de faire des plantations au printemps puis aux automnes. Donc là, l'été prochain, on aura une bonne idée aussi avec l'hiver qu'on va avoir, comment va se dérouler le taux de survie, comment on va évaluer le taux de survie. Donc, c'est les premières informations qu'on est en mesure de vous donner. L'année prochaine, on sera plus en mesure d'avoir des résultats selon les régions aussi. Là. On va voir, étant donné qu'on va planter à travers la province du Québec. Donc, on est encore dans les jeunes résultats là, pour le moment. Donc, c'est des résultats préliminaires. La prochaine. J'ajouterais juste, Oui. juste peut-être par rapport, les taux de survie sont très bons. Il y a juste peut-être quelques espèces où ça performe moins bien, mais c'est souvent les espèces arbustives où là, on n'a pas mis de protecteur. Donc, il y a eu beaucoup d'herbivories, de broutage, en tout cas dans les coulées du printemps qu'on a planté. C'est des endroits où la première fois qu'on a visité, il y avait des cerfs. Donc, on s'est dit, il y en aura. Et l'idée, c'est qu'on espère que le système racinaire, quand même, des arbustes se soit bien implanté et puis que malgré qu'il y ait eu du broutage, peut-être les espèces repartent. Voilà. C'est ça qui fait baisser les taux de survie. Parce qu'à part ça, à peu près tous les autres végétaux, il y a le carrier aussi qui n'a pas super bien performé, mais sinon, toutes les autres espèces sont encore présentes. Exact. Donc, la prochaine s'adresse à Annie Colli de la part de Annie Goudreau. Puisque plusieurs coulées se retrouvent sur des argiles, est-ce que des évaluations seront faites sur les risques supplémentaires associés à mettre du poids versus les glissements de terrain? Grand silence. Non. On n'a pas réfléchi. Dans les zones où on plante pas. Il y a une couche géomatique, je me souviens plus du nom, mais qui permet de voir les zones de glissement de terrain Les zones de faiblement décrochage. il y a les zones de décrochage fortement rétrogressif, je pense que ça se nomme comme ça. Puis dans les zones où c'est fortement rétrogressif, on exclut ces zones-là de la plantation. Mais après, dans le cadre de ce projet-là, il n'y a pas d'analyse qui devrait être faite sur voir si les végétaux vont induire davantage d'érosion ou enfin pas d'érosion, mais plutôt de glissement de terrain. Ok, merci. Prochaine question de Vincent Aman, pardon, qui m'est adressée. Pour vos coûts d'implantation,
est-ce que vous vous fiez aux coûts accordés par Primevert? En fait, les coûts d'implantation sont fixés par les organismes planteurs. Ce n'est pas nous qui fixons les prix. Donc, on se fie à leur travail, à la façon de fonctionner, à leur façon de fonctionner. On n'impose pas de prix auprès des organismes planteurs. Donc, C'était peut-être aussi pour l'analyse coût-bénéfice, là, c'est surtout les coûts engendrés dans le projet Demain la forêt qu'on considère, mais oui, on peut aussi considérer les coûts Primevert dans l'analyse. ouais, plus dans cet aspect-là, ouais. Deuxième question de Maxime Briand. Est-ce qu'il est envisagé de faire des projets plus simples en termes de diversité et de comparer la biodiversité faunique avec des sites plus complexes tout en faisant une analyse coût-bénéfice? Bien honnêtement, ce n'est pas envisagé, mais on va prendre note de votre question puis réfléchir, voir si c'est quelque chose de faisable. Si ce n'est pas quelque chose de faisable pour là dans les médias parce qu'on n'a pas les ressources humaines attitrées, ben, ça peut être quelque chose à considérer pour la deuxième phase, admettons. Donc, mais on va prendre note de ces commentaires-là qui sont pertinents. On cherche toujours à améliorer nos connaissances. Donc, justement, là, on met en place des plantations qui vont avoir un effet dans quelques années. Donc, c'est bon d'avoir vos commentaires maintenant pour savoir quelle direction prendre aussi dans l'aspect recherche, l'aspect scientifique du projet. Donc, merci pour vos commentaires. Prochaine question de Gabriela Torchio. Dans vos projets, ciblez-vous seulement les coulées ou aussi parcelles en friche, abandonnées, dégradées aussi? On est vraiment essentiellement sur les coulées agricoles. On exclut toutes les bandes riveraines, toutes les hébrisements, mettons. Donc, on est vraiment exclusivement attitré sur les coulées agricoles. Donc, ça reste des zones complètement en friche. Je l'expliquais, c'est des zones qui sont quand même beaucoup moins utilisées qu'auparavant. Donc c'est des milieux qui sont abandonnés, qui sont souvent très, très peu arborescents. Donc, on vient comme donner un coup de pouce à ces endroits-là pour essayer d'augmenter les services écosystémiques que ça va apporter au milieu. Donc, ensuite, la prochaine question de Annie Goudreau, qui m'est encore adressée. Plusieurs projets ALUS sont chapeautés par les UPA dans les régions. Est-ce que ces coulées sont exclues des rétributions possibles provenant de ALUS? Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais projet ALUS puis notre projet ne peuvent pas tant cohabiter pour une question justement de monétisation de crédit carbone. On ne peut pas faire les deux ensemble. Peut-être Chantal, si tu veux Oui, je ajouter voudrais quelque juste chose. ajouter, effectivement, c'est à date, quand on l'a exploré, c'était le cas, mais les régions semblent nous dire que pour certains producteurs qui sont plus intéressés, certains producteurs, évidemment, veulent aller avec ALUS, mais ils aiment l'approche où les crédits carbone ne sont pas monétisés. Donc, ils aiment cette approche-là. Donc, il y a des cas où ça peut répondre à l'intérêt du producteur. Ça leur offre comme ça une diversité aussi de projets, tout en atteignant un objectif louable là, de planter justement sur leur terrain. La prochaine est pour toi, Chantal, de Antoine Mathieu. Y a-t-il des démarches faites pour recruter des propriétaires de coulées situés en Montérégie? Si oui, qui sont les personnes responsables? Donc, pour la Montérégie, la Fédération régionale, on n'a pas de ressources attitrées. Par contre, donc toutes les initiatives, les idées, si vous avez des idées de couler à partir de la cartographie, c'est des contacts directs avec Mathieu. Par contre, on demande vraiment que vous informiez la Fédération régionale. Dans nos échanges, moi, c'est Geneviève Mackenzie. Je vois que Patrick des hôtels de l'UPA Montérégie est là, s'il pourrait juste confirmer la personne qui contacter, mais ils nous ont demandé, comme toutes les autres fédérations, de simplement informer des démarches pour que, comme je disais tantôt, d'éviter une sursollicitation des producteurs, parce que c'est super important pour garder les producteurs motivés. Merci, Chantal. Prochaine question de justement Patrick Deshôtels. Donc, pour Olivier.
si on ne retrouve pas de peuplement naturel aussi diversifié, pourquoi planifier les plantations ainsi? Donc, entre parenthèses, une trentaine d'espèces. Et comment les résultats qu'on tirera des études prévues pourront être extrapolés aux écosystèmes que l'on retrouve naturellement sur le territoire? L'idée de planter autant de végétaux, c'est pour que c'est l'idée de résilience, qu'il y en ait certaines espèces qui survivent. C'est surtout ça. Je sais C'est une pas, question Annie, le côté philosophique. scientifique. C'est une question philosophique. Là. Ouais, Nous, là, on adopte la philosophie Christian Messier, qui est un des fondateurs d'Habitat, qui travaille aussi à l'ISPAR, mais tu sais, Christian, lui, il veut même qu'on aille enrichir la diversité dans les peuplements forestiers existants pour vraiment augmenter la résilience parce qu'il y a tellement de changements globaux, tellement de perturbations à venir, puis on ne sait pas quelles seront ces perturbations. Est-ce que ça sera plus de la sécheresse, un nouvel insecte, une nouvelle maladie? Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des peuplements diversifiés au niveau fonctionnel pour qu'on ait des espèces qui réagissent différemment à toutes ces perturbations à venir. effectivement. La prochaine question elle m'est adressée de la part de Philippe Gravel. Avez-vous exploré la possibilité d'une candidature au programme fédéral 2 milliards d'arbres, débuté en 2019 et s'échelonnant jusqu'en 2030? Donc, en effet, c'est dans notre objectif de soumissionner au programme 2 milliards d'arbres. Pour les personnes qui sont peut-être moins familières avec ce programme-là, ça permet de rembourser à peu près 50% des sommes engagées. Par contre, il y a quand même des critères bien stricts pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Il faut quand même avoir planté un minimum de 50 000 arbres sur une année. Donc, si nous, étant donné qu'on fait une densité de 1600 tiges à l'hectare, ça représente à peu près 31 à 32 hectares qu'il faut planter sur une année pour qu'on soit admissible à postuler justement à formuler une demande au programme 2 milliards d'arbres. Donc, c'est dans les plans, justement, avec les plantations qui sont prévues au printemps prochain, plus celles qu'on a faites cet automne-là, on sera en mesure de formuler une demande auprès du programme fédéral. C'est la dernière question que je vois dans la liste de questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient peut-être intervenir à l'oral. Vous êtes libre de lever la main, puis on pourra vous entendre votre voix. S'il y a différents collaborateurs aussi qui veulent parler, libre à vous. Je vois que Valérie Malamo a levé la main. Je ne suis pas capable Normalement, d'activer. Valérie, tu peux. Ah, Ah ouais, c'est bon. Non, je viens de désactiver mon micro. Ça va? M'entendez? Oui, oui, très bien. Super. Écoutez, en fait, c'est une bonne question pour 2 milliards d'arbres. Puis je vous invite à garder en tête à l'équipe que c'est effectivement, si on décrochait des bourses de 2 milliards d'arbres, ça pourrait nous permettre de faire plus que 80 hectares de plantation. Puis plus on teste, bien mieux sont nos résultats. Donc, pour revenir aux gens qui se disaient, je peux-tu soumettre des candidatures, même si elles ne sont pas prioritaires? Bien, je renforce l'idée que soumettez vos propositions. Il vaut mieux avoir plus de terrain sur lequel on peut œuvrer puis de faire une sélection. Mais clairement, si on peut obtenir des budgets d'un fonds comme celui de 2 milliards d'arbres, ben, on va être intéressé à étendre nos activités. Puis, je pense que j'invite tout le monde à ne pas se gêner de soumettre parce qu'on espère effectivement augmenter les financements qui sont disponibles pour Domaine la forêt infrastructure verte. Donc, ça, c'est clairement un appel à tous. Donc, passez le mot. Merci. Préciser, Valérie, elle est la directrice générale du Jour de la Terre, juste pour vous mettre en contexte. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Hélène Bernard. Allô, Hélène? Est-ce que... Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. OK. Mais c'est juste pour dire que, mais là, vous allez le calculer avec les coûts-bénéfices et tout ça, mais étant donné les coûts élevés quand même là, de ce que vous faites, là, c'est super, puis vous avez un bon taux de survie, tout ça, mais peut-être envisager d'étudier, de faire des parties de coulées peut-être plus denses pour, tu sais, qui vont nécessiter moins d'entretien, mais qui vont peut-être comme inoculer le reste de la coulée, là,
pour pouvoir retrouver plus tard de la diversité puis entamer le processus de reboisement, mais à moindre coût. En tout cas, ben, peut-être pas ça non plus, mais je voulais juste vous dire qu'on est intéressé à connaître des méthodes à moindre coût, étant donné les grandes superficies de coulées qui pourraient être potentiellement reboisées au Québec pour atteindre peut-être moins rapidement puis avec moins d'efficacité de la biodiversité, mais quand même atteindre ça, là. Ça devrait être testé avec l'équipe de David Rivet au niveau de la plantation en îlot dense versus plantation comme on fait en ce moment. Effectivement. Je vois qu'il y a une question qui s'est rajoutée. Oui, on l'avait manqué, je pense, celle-là. Pardon? C'est une question qu'on a oubliée et que la personne repose. Ah, OK. Ah, je n'avais pas vu dans le tableau. Sinon, on a une question de Lauriane. J'avais une question au niveau de l'entretien sur 5 ans qui est prévu. Ça comprend le remplacement de la mortalité. Est-ce que ça comprend le remplacement de la mortalité et le désherbage? En fait, ça comprend seulement le désherbage. Il n'y a pas de remplacement d'arbres qui est convenu dans l'aspect d'entretien. On est parti justement avec une densité élevée. C'est qu'il va y avoir une mortalité, mais on va pas, remplacer les arbres qui seront morts à travers les années. C'est pour ça qu'on plante à 1600 tiges par hectare. Exact. En termes de recherche, c'est intéressant aussi voir s'il y a certains secteurs où on voit des mortalités vraiment importantes, peu importe l'espèce ou plutôt spécifique à l'espèce. Donc, l'idée pour l'instant, c'est de ne pas remplacer les végétaux, mais peut-être dans le futur, ce sera quelque chose qui pourrait être fait. On essaie d'apprendre, là, vraiment, c'est l'apprentissage. Exact. Une autre question de Éric Guérin-Grenier. Avez-vous dans votre stratégie de recrutement du temps, de l'argent de planifier pour participer à des événements de type congrès, forum? Si oui, j'aurai une opportunité pour vous. Éric, on pourra se reparler après la rencontre, mais oui, on peut justement, on vise toujours à communiquer, sur le projet pour faire connaître le projet au plus grand nombre de personnes qui seraient en contact direct ou indirect avec des propriétaires de coulées agricoles, mais on peut se parler après la rencontre là, puis convenir de quel type de congrès on pourrait. Ok, c'est moi, je vois Eric. Merci Eric pour l'invitation. On s'en reparle. Je vois qu'il y a une main levée de Sarah-Claude Bergeron. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. C'est ça, dans le fond, vous avez dit que pour l'entretien, ça va juste être du débroussaillage, mais avec tous les protecteurs à chevreuil, il va pas avoir une gestion aussi des protecteurs, là, mettons, s'il y en a qui tombent, les redresser, s'il y a des branches qui passent par les mailles, couper les branches. Il y a quand même une coupe aussi de taillage à faire dans les 5 premières années là, pour que la tête elle soit belle, tout ça. Mais est-ce que ça, dans le fond, vous dites non, on s'en occupe pas, puis ça sera partie des données vérifiées? C'est un bon point que j'ai oublié de mentionner. Quand on fait de l'entretien, il y a aussi l'aspect repositionnement des protecteurs. Par contre, ce n'était pas convenu de tailler pour le moment, mais s'il y a effectivement besoin de tailler les arbres, ben, on pourra en discuter avec l'organisme planteur qui fait justement l'entretien de ces plantations. OK. Excellent, merci. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Je vois qu'il est 13h29. Non? Mais ça clôturerait ce webinaire. Donc, j'espère que vous avez apprécié le projet. J'espère en tout cas, au vu des différentes questions qu'on a eues, je vois qu'il y a eu beaucoup d'intérêt envers ce projet-là. Donc, ça me réjouit que le message se porte à travers plusieurs personnes. Donc, vous êtes libre de diffuser le message dans votre entourage. Juste pour vous rappeler que le webinaire, donc, il va être déposé sur le site, sur la page web du Jour de la Terre. Donc, vous serez en mesure de le revoir ou de partager à d'autres personnes qui s'informent au niveau du webinaire. Puis,
on reste ça. Je peux redonner l'adresse courriel, mais c'est demainlaforêt@commercial-jour-de-la-terre.org. Si vous avez des questions, si vous voulez participer, collaborer avec nous au niveau du projet, que ce soit pour des projets de conservation, que ce soit pour participer aux plantations aussi, ben, on est très ouvert, très intéressé de collaborer avec vous. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée, puis au plaisir de travailler avec vous à l'avenir. Donc, bonne journée tout le monde. Merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup.